Bonjour Vera Nikolski. Alors merci d'abord d'avoir accepté l'invitation du Café Marxiste. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous avez publié cette année aux éditions Fayard Féminicène, les vraies raisons de l'émancipation des femmes et les dangers qui la menacent. Alors dans cet ouvrage, vous proposez une analyse qui détonne dans le paysage intellectuel contemporain, notamment féministe, qui est assez marquée par le postmodernisme, et à rebours de cette approche, donc, vous défendez une approche matérialiste et dialectique. Alors vous ouvrez le livre par une description historique de long terme, et vous vous basez notamment sur Emmanuel Todd et Christophe Darmanjat, et vous affirmez d'abord que les femmes ont été globalement dominées, à des degrés variables, mais à peu près partout, et pendant une période extrêmement longue, probablement la majeure partie de l'histoire humaine. Ensuite, vous présentez une explication matérialiste de cette domination masculine, ou de cette prééminence masculine, qui se base sur la division sexuelle du travail, elle-même basée sur le dimorphisme sexuel, maternité, allaitement et différences de force physique entre hommes et femmes. Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter un peu cela, la première partie du livre? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, vous avez très bien présenté la première partie du livre. Si on veut rester dans le résumé, il n'y a quasiment rien à ajouter. Effectivement, je fais un détour historique qui n'est pas un détour gratuit, juste pour l'amour de l'érudition, de la démonstration, même si ça a son intérêt, mais surtout dans l'optique qui m'intéresse, qui est plutôt celle de l'avenir. Mais je pense, comme le dit la citation de Bossuet en début d'ouvrage, que pour espérer conjecturer l'avenir, pour espérer pouvoir imaginer ce qui peut être, il n'est pas inutile, il est même probablement très important de comprendre correctement ce qui s'est passé dans le passé. Et à cet égard, effectivement, j'ai toujours été un peu frustrée ou insatisfaite des explications qui sont le plus généralement avancées, tant de la domination masculine qui a prévalu, vous l'avez dit, dans l'ensemble des sociétés humaines jusqu'à une époque très récente, à des degrés très divers, mais néanmoins, elle a toujours été une réalité, que des explications de l'émancipation des femmes qui ont suivi cette période. Donc ce détour historique a pour moi une fonction, comment dire, prospective, en fait. Il me sert pour mieux comprendre ce qui risque de se passer demain. Alors effectivement, je remonte très tard, je remonte à la préhistoire, période dont on n'a pas beaucoup de vestiges. Je me base sur ce qui représente aujourd'hui le consensus chez les anthropologues, et puis aussi, il faut le dire, sur un raisonnement logique, on va dire. Un raisonnement par l'absurde, peut-être. Considérant ce qu'était la vie des sociétés humaines à une époque où toute technologie faisait défaut, où les outils étaient un nombre très limité, et la nature omniprésente, eh bien, le corps humain était le premier facteur matériel auquel l'humanité était confrontée. Et les différences entre les corps humains devaient compter pour beaucoup dans la manière dont les individus se répartissaient les tâches. Et la première différence qui caractérise l'ensemble des sociétés humaines, c'est la différence entre les hommes et les femmes, qui a d'ailleurs donné lieu au premier couple d'opposition. On peut lire Françoise Héritier là-dessus, masculin, féminin, et qui ensuite se démultiplient pour penser plus globalement les oppositions, le chaud, le froid, le cru, le cuit, etc. Toutes les sociétés humaines ont théorisé ces différences parce qu'elles sont patentes, elles sont visibles, et elles emportent énormément de conséquences dans ce que les êtres humains peuvent ou ne peuvent pas faire comme tâche tout au long de leur vie. Donc partant de cette description d'un état de fait qui a duré très longtemps, vous dites que après cette longue période, les femmes ont vu leurs conditions de vie, comparativement aux hommes, s'améliorer de manière extrêmement rapide. Environ en 150-200 ans, donc c'est très court par rapport aux 100 000 ans qui précèdent. Alors vous reconnaissez qu'on n'est pas forcément arrivé à une égalité ou à une position idéale, mais néanmoins il y a eu une amélioration de la condition des femmes qui a été assez spectaculaire. Et là aussi vous présentez une explication matérialiste à cette phase d'émancipation, et pour vous ça repose sur les forces productives, le progrès technique, scientifique et médical qui en découle, et un des éléments auxquels vous accordez un rôle central, c'est la baisse extraordinaire de la mortalité infantile
depuis en gros le Moyen-Âge et particulièrement au XXe siècle, donc qui a permis aux femmes de se dégager du temps, d'entrer sur le marché capitaliste, et ce qui a permis du coup une certaine autonomisation des femmes par rapport aux hommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment ce retournement s'est passé? Oui, quand on réfléchit sur ce qui a déclenché ce mouvement d'émancipation, qui s'oppose, vous l'avez dit, au gros de l'histoire humaine, à peu près tout ce qui précède, qui est extraordinairement rapide, vous l'avez dit aussi, extraordinairement rapide au regard de l'histoire, pas au regard de la vie humaine. Évidemment, à l'échelle d'une vie humaine, ça peut paraître très lent, et ça l'a été, avec des blocages, des drames, etc., des destins tragiques. Mais à l'échelle historique, c'est un retournement effectivement très rapide. On peut parler d'une révolution, en fait, d'un vrai retournement civilisationnel ou anthropologique. Quand on se demande sur ce qui a déclenché ce retournement, habituellement, on tend à mettre en avant des mobilisations et des luttes, et des idées. Donc des idées d'égalité, dans le sillage des Lumières, les mobilisations auxquelles ça a donné lieu, des écrits, des pamphlets, un travail de sensibilisation des consciences. Qui a été le fait de femmes, et plus tard des mouvements féministes, et puis de quelques hommes, des penseurs, etc. Alors, contrairement à ce que parfois les gens retiennent du livre, dans peut-être une interprétation un peu polémique, je ne nie pas l'existence de ces éléments, je ne cherche pas du tout à dire que les idées n'ont pas compté, je le dis en toutes lettres, même dans le livre, que ces idées ont évidemment compté, les mobilisations ont compté, la diffusion, la lente maturation des consciences a bien sûr compté. Cependant, ces éléments sont vraiment très souvent mis en avant. Ils sont beaucoup discutés, ils sont beaucoup couverts. Et donc ce qui m'intéressait, moi, c'était de parler de choses dont on parle moins, voire dont on ne parle pas du tout, et qui, à moi, me paraissent plus importantes que le rôle de ces idées, de ces mobilisations, de ce militantisme plus tardivement. Donc il y a eu une influence, mais limitée, et les facteurs matériels que j'essaye de mettre en avant me semblent plus décisifs dans ce qui s'est passé. Ne serait-ce que pour une raison très simple, il est un peu étrange de mettre en avant essentiellement des luttes pour expliquer ce changement vraiment radical des relations entre les hommes et les femmes, au niveau collectif, je veux dire, quand, comment dire, par rapport au regard qu'on porte sur les générations passées. Pourquoi est-ce que ces luttes, ce désir de liberté, cette sensibilisation ne s'est pas produite avant? Est-ce que les femmes avant étaient totalement satisfaites de leurs conditions, donc jamais elles n'ont eu l'idée de protester, etc. Bon, je ne pense pas. Je pense qu'à toutes les époques, il y avait évidemment des femmes, des individus qui étaient insatisfaits de leurs conditions, de leur statut, qui ont essayé de lutter. Il y a pu y avoir des moments où ça a joué dans l'histoire. Mais ça n'a jamais rien donné de collectif et de décisif. Le rapport de force ne s'est jamais inversé. Donc il s'est passé quelque chose qui a autorisé, on peut reformuler la question d'ailleurs, qui a permis que ces luttes, ces mobilisations, ces idées portent leurs fruits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et donc moi, oui, je pars à la recherche des facteurs matériels qui me semblent relever de la transformation de notre environnement technologique et plus largement matériel, donc tout le confort matériel qui a progressivement constitué le quotidien de nos vies et qui a profondément transformé le rôle des contraintes physiques, matérielles qui pesaient sur les femmes. Donc toute la série de contraintes qui pesaient spécifiquement sur elles depuis toujours, dues à leur rôle dans le processus reproductif, parce que le genre humain se reproduit de manière sexuée jusqu'à aujourd'hui. Donc, et les hommes et les femmes dans ce processus ne jouent pas le même rôle. La femme engendre dans son propre corps, c'est elle qui porte les enfants, qui les allaite, qui les met au monde, qui les allaite. L'homme n'a pas la même implication dans le processus, donc il ne subit pas toute la contrainte de temps que ça implique pour la femme. Et il faut imaginer évidemment des sociétés où les femmes faisaient beaucoup plus d'enfants qu'aujourd'hui. Donc c'est pas du tout l'idée de faire 1 ou 2 enfants et se dire quelles sont les conséquences pour moi. C'est l'idée de faire un nombre assez élevé d'enfants sur la durée de la vie féconde, un peu moins dans le paléolithique apparemment, et puis beaucoup plus à partir de la révolution néolithique où les naissances se rapprochent beaucoup. Donc là, pour le coup, le régime démographique traditionnel, c'est un régime où la natalité est très élevée. Et donc ce qui change, oui, vous l'avez dit, toutes ces transformations matérielles, elles sont une conséquence
des changements économiques et technologiques profonds qui s'enclenchent en Occident, on va dire à peu près à partir de la révolution industrielle. Alors, il y a un temps de préparation, la révolution industrielle n'émerge pas de rien, mais à partir de la révolution industrielle, il y a un effet boule de neige. Il y a toutes les courbes qui décollent, la courbe de la croissance économique, la courbe de la population, le PIB par habitant également. Donc tout ça explose grâce à, entre autres, le recours massif à l'énergie. Et donc j'accorde une grande importance à ça, à ce facteur, la disponibilité d'une énergie peu chère et disponible, qui a permis ce déchaînement économique, cet essor économique spectaculaire, et qui équipe le monde, qui l'équipe du point de vue matériel, de façon à ce que les femmes se retrouvent déchargées de toute une série de tâches qui devaient être faites à l'intérieur du foyer. Et ce n'est pas uniquement Moulinex libère la femme, parce que ça, c'est vraiment une toute petite partie émergée de l'iceberg. Ce qui est beaucoup plus important, c'est l'infrastructure qui est derrière. Pour schématiser, l'eau qui arrive dans les foyers ou l'électricité qui arrive dans les foyers, c'est beaucoup plus important que le robot qui va faire émincer les légumes. Bien évidemment, ça c'est du cosmétique. Par contre, le confort moderne qui permet de réduire drastiquement le temps consacré aux tâches, la division sociale et non plus sexuelle du travail qui devient de plus en plus complexe dans le processus lancé par l'industrialisation, tout ça permet de économiser un très grand temps sur la journée et aussi sur la vie. Et puis, vous l'avez dit, ce qui permet également d'économiser un temps très considérable sur la vie, c'est la baisse de la mortalité infantile, qui est l'un des plus grands bienfaits du progrès médical, lui-même dérivé du progrès technologique cumulatif et scientifique. Pourquoi ? Parce que la baisse de la mortalité infantile est cet élément qui va permettre aux femmes de ne faire que peu d'enfants. Elle va leur permettre d'imaginer pouvoir ne faire que peu d'enfants. Parce que dans un monde où les enfants meurent, un enfant sur deux meurt avant d'atteindre l'âge adulte, ce qui était le cas grosso modo avec des variations saisonnières par région, par année, mais grosso modo tout au long de l'histoire, entre la révolution néolithique et la révolution démographique moderne, eh bien, dans un monde où les enfants meurent, les femmes, les groupes humains en général, sont obligés d'avoir beaucoup d'enfants pour que la population se maintienne et aussi pour que chaque famille, chaque couple puisse espérer avoir quelqu'un qui va s'occuper de lui, enfin d'eux, quand ils seront âgés. Parce que c'est un monde dans lequel la sécurité sociale n'existe pas non plus, ni la retraite. Donc les enfants étaient un élément totalement indispensable. On ne pouvait pas vivre sans avoir d'enfants, ou alors c'était des cas exceptionnels. Mais les groupes, collectivement, on ne pouvait pas se permettre de faire peu d'enfants. Voilà. Donc tout ça, tous ces changements, effectivement, permettent aux femmes, vous l'avez dit, de participer au processus de production capitaliste, parce que la révolution industrielle, c'est aussi ce moment où, en face de cette nouvelle disponibilité des femmes, eh bien, apparaît un besoin de bras, un besoin de force de travail. Et c'est le moment où on met au travail tout le monde. On met au travail les paysans, qu'on tire des campagnes, c'est l'exode, on met même les enfants au travail, et bien sûr, les femmes participent à ce mouvement, un peu dans l'industrie, et puis surtout ensuite dans les services, parce que le tertiaire est tiré par l'industrie, et là-dedans, elles vont entrer massivement, oui, sur le marché du travail, qui est une porte d'entrée vers l'indépendance, parce que c'est l'indépendance financière que ça leur accorde. Ça, il faut lire Virginia Woolf. Oui. Effectivement, donc ça leur accorde une indépendance financière, et c'est déjà un peu ce que disait Clara Zetkin à l'époque. Elle disait « Libérée de sa dépendance économique vis-à-vis de l'homme, la femme, qui travaille, est passée sous la domination économique du capitalisme. D'esclave de son mari, elle est devenue l'esclave de son employeur. Elle n'avait que faire de changer de maître. Elle a toutefois gagné au change. Sur le plan économique, elle n'est plus un être inférieur subordonné à son mari, elle est son égale. » Donc, en fait, j'ai l'impression que ça décrit un peu cette étape qui est, et son ambiguïté, qui est à la fois une émancipation, donc par rapport à son mari, c'est ce qui permet, c'est le capitalisme là qui a permis son autonomisation, mais en même temps, est-ce que vous considérez que c'est un progrès complètement satisfaisant de passer, donc de s'émanciper d'une domination, mais d'en conserver une autre? Tomber dans une autre. Alors c'est une très bonne question.
C'est une très bonne question. Alors en fait, dans mon livre, je donne à l'émancipation une définition très terre-à-terre, pas du tout ontologique. Je ne parle pas de l'émancipation comme un accomplissement, par exemple, de toutes les potentialités de l'être humain, ou sa libération totale de l'ensemble des déterminismes qui pèsent sur lui. Je ne considère l'émancipation des femmes que par rapport au différentiel de leur statut par rapport aux hommes. Je l'entends comme un rapprochement des conditions à la fois légales et réelles de l'existence des deux sexes dans la société. Parce que, par ailleurs, vous avez parfaitement raison, le capitalisme industriel est aussi un moment où les individus, hommes et puis femmes, de plus en plus, effectivement, entrent dans une nouvelle forme d'aliénation qui a été abondamment décrite à propos du prolétariat et qui est bien sûr sa dépendance vis-à-vis du patronat, vis-à-vis du capital, vis-à-vis du travail salarié. Et la femme participe à ce mouvement, participe à cette nouvelle aliénation, bien entendu, dès qu'elle travaille. Donc oui, vous avez parfaitement raison. Il n'y a nulle part dans mon livre de mention d'une émancipation totale dans ce sens-là, qui du reste ne peut être du coup que collective, femmes et hommes ensemble ou personne. Néanmoins, oui, je suis d'accord avec Clara Zetkin quand elle dit qu'elle a néanmoins gagné au change, parce qu'au moins il y a eu une égalisation entre les hommes et les femmes. Donc ils ont peut-être quelque part pu devenir des camarades, hein, parce que désormais ils étaient soumis aux contraintes qui étaient davantage similaires, alors qu'avant, l'homme était soumis à une série de contraintes, mais lui-même exerçait une contrainte sur la femme qui était donc doublement dominée. Donc c'est pour la femme une émancipation de cette seconde contrainte et une entrée dans une espèce de relation plus égalitaire par rapport à l'homme, tous deux soumis à une nouvelle aliénation. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est même pas une analyse, c'est une description. Oui. Oui. Mais est-ce que vous pensez que c'est le rôle du féminisme de s'intéresser aussi à cette question-là, de l'aliénation de la femme ou de la domination de la femme dans le capitalisme? J'essaie de m'expliquer. L'égalisation des salaires, par exemple, ça peut être effectivement tout à fait bénéfique pour les femmes, si c'est un rattrapage par rapport aux hommes, mais si on reste à un niveau de salaire extrêmement bas, c'est une émancipation qui est relative. Donc vous avez dit, ça a effectivement un aspect important, ça permet d'égaliser les conditions et de rendre, en gros, hommes et femmes frères et capables de lutter ensemble. Donc c'est une condition pour la suite. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une importance à ce que le féminisme s'investissent plus dans cette question de la lutte des classes, dans la mesure où, pour améliorer la condition des femmes, il faut améliorer la condition de l'ensemble de la classe ouvrière, puisque l'énorme majorité des femmes sont des travailleuses. Si on vise une émancipation dans un sens plus plein, plus profond, plus ontologique, plus complet, oui, bien entendu. C'est un peu la conséquence de ce constat. Une fois que les conditions d'existence se sont plus ou moins égalisées, mais plus ou moins égalisées entre les hommes et les femmes, bien entendu, si on est humaniste, a fortiori communiste, on ne peut que viser une amélioration générale des conditions de vie pour tous les individus, hommes ou femmes, qui profiteront aussi aux femmes. Est-ce que c'est la tâche du féminisme? Il y a plein de féminismes différents, il y a plein de courants, il y a des courants qui sont liés à des formes de militantisme de gauche, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout liés et qui ne s'intéressent peut-être pas ou ne croient pas à la possibilité d'une telle amélioration. Donc oui, normalement, pour être logique, oui, il faudrait quand même essayer d'améliorer la condition de tous. Donc oui, moi je ne peux que aller dans votre sens. Mais il est vrai que tous les courants féministes ne s'intéressent pas forcément à cette question-là en priorité. Ouais. Ce qui compte pour elles, c'est le rattrapage et pas forcément le reste. Elle peut s'y intéresser à d'autres égards, mais voilà. Après, c'est une question de comment on classe les choses. On peut dire ça, c'est le combat féministe, et puis par ailleurs, on peut aussi avoir un engagement. En tout cas, c'est pas antinomique. Oui. Voilà, c'est pas du tout antinomique. Vous avez parlé tout à l'heure de l'explication matérialiste de l'émancipation des femmes, mais du coup, si on considère que les conditions matérielles
de la prééminence masculine ont disparu ou ont été contrecarrées, au moins pour le moment. Est-ce que les inégalités qu'on observe encore aujourd'hui ne sont que des vestiges, en gros, de cette prééminence masculine ou ce système d'oppression des femmes qui persiste alors que les conditions matérielles de possibilité, enfin les conditions matérielles de cette oppression ont disparu, mais qui auraient vocation à s'éteindre progressivement, ou bien est-ce qu'il ne reste pas quelque chose qui entretient encore un petit peu ces inégalités? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, cette explication matérielle, pour expliquer le maintien des inégalités dans les sociétés actuelles? Et est-ce que, en gros, vous considéreriez qu'à conditions matérielles stables, en gros, il suffirait d'attendre? C'est une question intéressante. Il est évident qu'une partie des inégalités restantes, enfin il m'est évident en tout cas, ou en tout cas il me semble qu'une grande partie des inégalités restantes sont bien un effet, Bourdieu dirait, d'hystérésis, des structures passées. C'est-à-dire que tout à l'heure on a parlé des idées, je vous ai dit que je niais pas du tout le rôle des idées dans le livre. En fait je pense que, comme pour la plupart des phénomènes, il y a une espèce de boucle de rétroaction. À mon avis, les éléments matériels ne déterminent pas de façon mécanique les idées qui vont prévaloir. Ça n'existe pas, bien entendu. Ce serait une thèse extrêmement vraiment schématique et facile à démonter. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En revanche, les conditions matérielles dessinent un périmètre. Elles dessinent un champ de possibles. Voilà. À tel niveau, on va dire, de développement des forces productives, pour reprendre le vocabulaire marxiste, va correspondre une certaine palette de manières dont les individus vont pouvoir faire avec. Faire avec du point de vue mental, du point de vue moral. Ça va donner des justifications et des idéologies, des religions qui vont prospérer sur cette base matérielle qui l'autorise. Mais elles seront variables. Il n'y a pas une seule forme. Donc, l'émancipation de la femme ne faisait pas partie des possibles de la configuration précédente. Et il n'y avait pas de place pour une réelle émancipation des femmes dans un monde où matériellement cette égalité était impossible. En revanche, du moment où ces limitations matérielles disparaissent, ces déterminants, on va dire d'airain, qui interdisent cette option d'exister, disparaissent, elle peut apparaître. Ce n'est pas automatique non plus. On peut avoir des conditions dans lesquelles, des cas, des configurations, dans lesquelles d'autres facteurs empêchent efficacement, je ne sais pas, une idéologie vivace, une religion très, très, très vigoureuse qui, pendant très longtemps, peut empêcher toute réelle amélioration du sort des femmes. Mais disons que cette amélioration est possible. Donc là, dans cette configuration-là, oui, les idées, les luttes vont pouvoir porter, etc. Et puis, vous avez une espèce de rémanence, l'hystérésis, des idées mêmes. C'est-à-dire que des idées aussi anciennes que celles qui sont liées à l'inégalité entre les sexes, qui quand même ont caractérisé vraiment nos cultures depuis très longtemps, ce sont des choses qui sont sédimentées dans la conscience des gens, qui nourrissent toute la culture, qui nourrissent nos représentations. Même aujourd'hui, il doit y avoir des manières par lesquelles elles influencent nos représentations, sans qu'on s'en aperçoive, etc. Donc oui, c'est dans ce sens-là que je parle des vestiges, d'une part. Et puis d'autre part, on peut aussi regarder cette question d'une manière complètement différente. Si vous prenez quelqu'un comme Shulamit Firestone, par exemple, une féministe qui était très célèbre dans les années 70 aux États-Unis et qui est très peu connue en France, eh bien Shulamit Firestone, qui a beaucoup réfléchi sur le rôle justement des conditions matérielles et de la technologie dans les possibilités qu'elle donnait aux femmes, elle remarque que même aujourd'hui, enfin, c'est au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, c'est quand même la femme qui continue à être chargée de la procréation, c'est sur elle que plus facilement retombent les tâches qui sont liées avec toute cette sphère, et donc elle considère qu'une réelle émancipation, une réelle disparition de toute inégalité entre les hommes et les femmes n'est possible que si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, et donc on pousse le progrès technologique si loin qu'on va pouvoir se passer de ces différences procréatives. Donc elle imagine une espèce de monde dans lequel les femmes ne procréent plus. La procréation se fait dans des utérus artificiels et les enfants sont élevés de façon collective, un peu dans des phalanstères de Fourier.
Et donc là, oui, elle imagine une société dans laquelle les relations pourraient être totalement égalitaires, dénuées de toute arrière-pensée, de calcul lié justement au poids de ce qui retombe sur l'un ou l'autre. C'est très, très intéressant, mais évidemment assez dystopique comme vision, donc ça ne fait pas envie à grand monde. Il est très possible que ce soit une aporie. Il est très possible qu'on ne puisse pas imaginer de société entièrement égalitaire sans tomber dans une autre forme de monstruosité. C'est à voir. Dans les conditions matérielles qui ont permis l'émancipation des femmes, vous évoquez notamment le rôle en gros de l'État social. J'aimerais avoir votre avis sur, en décalant un petit peu, sur le rôle des expériences socialistes, c'est-à-dire des exemples qui ont fourni un État social assez fort, qui ont participé à l'émancipation féminine. L'expérience socialiste, celui de la révolution russe de 17 par exemple, il me semble qui peut éclairer un peu la question. Dans la révolution russe, la condition des femmes a été très tôt prise à bras-le-corps, avec un droit des femmes, une égalité absolue des conjoints, congé maternité, garantie de garder son emploi pendant la grossesse, enfin énormément de lois qui, très tôt, dès 1917 ou 23, ont offert des droits aux femmes. Et ensuite, avec tout un système d'état social, des retraites, une sécurité sociale, de santé, qui se sont développées. Est-ce que la présence dans le monde, en gros, en concurrence avec le capitalisme de cette expérience socialiste, vous ne pensez pas qu'elle a joué un rôle dans l'amélioration de la condition des femmes dans les pays occidentaux capitalistes et par exemple, aurait incité ces systèmes-là à donner des droits un peu plus rapidement que ce qu'ils auraient fait autrement? Effectivement, on observe une progression des droits des femmes très spectaculaire dans les pays du bloc socialiste. Mes hommages à Alexandra Kollontai, à Inès Armand. Alors d'abord, je voudrais faire remarquer que je dis dans mon livre que le capitalisme industriel, la dynamique du capitalisme a eu un effet majeur sur l'émancipation des femmes. C'est un fait historique, observable. Mais disons que ce qui compte le plus dans cette dynamique, ce n'est pas tant la nature des relations de travail, des relations de production, c'est surtout le fait que c'est cette dynamique qui a enclenché le mouvement d'industrialisation et de transformation matérielle du monde. Et la preuve en est que quand on considère des pays qui n'étaient pas capitalistes, qui étaient sortis du système capitaliste, donc les pays socialistes, l'Union soviétique pour commencer, eh bien, ont connu la même évolution pour le droit des femmes parce que, entre autres, pas uniquement, mais aussi parce qu'ils ont enclenché le même mouvement d'industrialisation d'une autre façon. Ils ne l'ont pas conduit de la même manière que les pays capitalistes, mais ils ont enclenché le même mouvement. Et puis, chez eux, c'est vrai que le rôle des idées était primordial parce que le pays était dans un état bien plus arriéré que ses homologues occidentaux au moment de la Révolution. Et les lois que vous mentionnez, les mesures que vous mentionnez ont été prises tout de suite dans une optique totalement volontariste, liée effectivement au rôle des idées dans ces formations politiques. Néanmoins, l'industrialisation est arrivée très vite. Et c'est vrai que ces avancées ont été confortées par la possibilité matérielle de les assurer, en fait, de les rendre possibles. Oui, si les femmes ont pu bénéficier d'une très grande autonomie, c'est aussi parce qu'elles ont été très majoritaires à travailler, elles ont eu des crèches à leur disposition, la santé des enfants a été très vite prise en main, avec la mortalité infantile qui a également chuté très fort. Etc., etc. Donc un peu les mêmes transformations qu'ont connues les femmes en Occident, dans les pays occidentaux, d'une manière certainement beaucoup plus rapide,
parce que voilà, c'était un mouvement très volontariste après la Révolution. Alors, pour répondre à votre... Donc voilà, juste historiquement, le capitalisme a joué un grand rôle, c'est de là que c'est parti, mais disons que la forme du système économique n'est pas elle-même en cause. On peut reproduire ce genre de progrès à condition d'assurer la base matérielle, mais dans d'autres formes d'organisation économique. Alors pour répondre à votre question quant à l'influence de cette expérience sur l'émancipation des femmes en Occident, je pense, comme pour le reste, qu'il y a des effets de boucle rétroactive pour tout. Et il est évident que, de la même façon que pour les droits sociaux, l'exemple de l'Union soviétique a joué un très grand rôle dans, dans la volonté du patronat occidental à concéder des droits sociaux plus importants ou des concessions au mouvement ouvrier, par peur peut-être de troubles ou de contagion socialiste. Évidemment, l'existence de cet exemple a dû jouer en rétroaction. Il y a aussi d'autres exemples d'ailleurs. Par exemple, dans la Turquie kémaliste aussi, les femmes ont bénéficié de certains droits plutôt qu'en Occident. Bon. Après, voilà, ça a dû jouer, mais encore une fois, ça ne peut jouer que si les conditions pour que ça marche sont déjà réunies. Mais absolument, oui. Ce genre de choses peuvent accélérer le mouvement. Donc justement, vous parlez du rôle du capitalisme et vous insistez dessus tout en disant qu'effectivement, c'est pas le capitalisme en soi, mais c'est le développement des forces productives qui permet. Mais quand même, à un moment donné, vous donnez l'impression de réhabiliter un petit peu le capitalisme vis-à-vis de l'émancipation des femmes, et notamment en opposition avec certaines féministes qui lient capitalisme et patriarcat. Donc vous opposez un peu à ce que vous considérez comme une simplification et une erreur, et vous dirigez cette remarque aux féministes intersectionnelles, mais j'ai l'impression que ça s'applique peut-être même encore mieux à l'approche de la reproduction sociale, donc une approche théorique qui soutient de manière très, très approximative que le capitalisme externalise la reproduction de la force de travail, donc éducation, enfants, soins, nourrissage, éducation des enfants, soins, nourrissage, à la sphère familiale, et au sein de laquelle ce sont les femmes qui réalisent le travail. Donc pour ces auteurs, il y aurait un lien entre capitalisme et patriarcat. Enfin, ce qu'elles appellent patriarcat, du coup, ou domination masculine. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche théorique? Est-ce qu'elle vous semble plausible et cohérente avec les faits? Donc on a vu que vous la critiquez un peu, mais... Je suis tout à fait opposée à cette idée. Effectivement, je critique beaucoup, et pas un peu, je critique beaucoup le fait de lier patriarcat et capitalisme, parce que c'est une erreur logique. C'est une erreur logique, c'est une erreur chronologique, c'est une erreur de perception à mes yeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne veut pas dire que tout ce que mettent en avant les partisans de ces théories est faux. Néanmoins, globalement, c'est une erreur. D'abord, du point de vue logique et historique, le capitalisme est un phénomène très récent dans l'histoire humaine. On peut le situer. Il est apparu, c'est un mode de production particulier. Le patriarcat, entre guillemets, si on accepte ce terme, ou des formes différentes de prééminence masculine dans l'histoire, c'est quelque chose qui a considéré l'ensemble des sociétés humaines jusqu'à une période très récente. Donc, déjà, à la base, il est évident que la domination masculine n'a pas attendu le capitalisme pour exister. Donc, s'ils sont liés, ce n'est pas d'une manière consubstantielle. Il peut visiblement y exister des sociétés patriarcales, voire très patriarcales, parce que quand on considère certaines sociétés féodales ou bien plus loin dans l'histoire, quand on lit le Code d'Hammurabi ou d'autres, je vous assure que ce ne sont pas des sociétés égalitaires. Donc, et pourtant, ce ne sont pas des sociétés capitalistes. Donc, et les exemples sont tellement nombreux qu'on n'aurait pas assez de la soirée pour tous les énumérer. Donc déjà, à la base, c'est normalement un argument qui dit, bon, pas bon, on continue, on laisse tomber. Mais si on veut bien entrer un petit peu plus avant dans le raisonnement qui est tenu, effectivement, bien sûr, le capitalisme, surtout au début, externalise le soin des enfants, la reproduction, etc., dans la sphère familiale.
exactement de la même façon que l'ont fait toutes les sociétés précédentes, à des degrés divers. Ce qui change avec le capitalisme, c'est que le travail qui devient salarié, qui devient un travail extérieur au foyer pour la plupart des hommes, enfin les salariés deviennent de plus en plus nombreux, donc il y a une espèce de disjonction entre le foyer et le travail qui devient manifeste. Donc oui, la femme qui reste à la maison et l'homme qui part travailler quelque part chez un patron, la différence de leur statut devient peut-être plus apparente au départ qu'elle ne l'était quand le travail se faisait géographiquement de façon plus rapprochée et parfois dans une certaine interaction, même si les rôles étaient généralement quand même bien divisés. Donc il a pu rendre plus manifeste cette différence au départ, et puis il a probablement pu la rendre plus, comment dire, plus scandaleuse, parce que les conditions matérielles qui déterminent l'impossibilité pour les femmes d'effectuer toutes les mêmes tâches que les hommes, disparaissant progressivement, eh bien, il n'y avait plus que l'idéologie pour maintenir cet état de fait. Donc, il a pu y avoir un moment où, dans des sociétés capitalistes, avec le développement de cette dynamique, où l'idéologie tendant à assigner à la femme le rôle vraiment domestique a pu devenir plus bruyante, plus davantage présente dans les esprits, parce que peut-être les conditions disparaissant, il fallait vraiment employer beaucoup de persuasion pour que ça se maintienne. Mais c'est le barreau d'honneur, c'est la fin. Parce que précisément le capitalisme, c'est le premier mode de production, c'est le premier système économique sous lequel ça change. Donc, sincèrement, la logique qui consiste à dire que les deux sont consubstantiellement liés, vu les deux éléments que je viens de mentionner, m'échappe, mais totalement. À part si c'est une logique très humaniste qui consiste à essayer de lier toutes les oppressions. Une logique très humaniste, mais à mon avis, elle est erronée, parce qu'en fait, les choses sont souvent très contradictoires. Vous dites que je réhabilite quand même un peu le capitalisme. Oui, je réhabilite quand même probablement un peu le capitalisme, au sens où tous les phénomènes ont des effets partiellement contradictoires. Et comme vous l'avez dit, on gagne une aliénation, mais on en perd un peu une autre. C'est comme ça, l'histoire s'est passée comme ça. Le reconnaître, ce n'est pas faire l'apologie d'eux. Le reconnaître, c'est juste garder les yeux ouverts. On ne peut pas espérer critiquer quelque chose juste en essayant de l'accabler de tous les maux et sans rien lui reconnaître. Si le capitalisme n'avait aucune force, ma foi, il s'écroulerait de lui-même il y a bien longtemps. Oui, oui. Et d'ailleurs, Marx lui-même reconnaissait son rôle moteur dans le développement des forces productives. Donc, vous, du coup, à l'inverse de ces auteurs qui lient capitalisme et patriarcat, on dirait que vous liez capitalisme et émancipation féminine. Alors, la démonstration, elle est convaincante, mais est-ce qu'elle n'est pas historiquement située? Ça s'est passé essentiellement avec l'avènement et le développement du capitalisme, donc dans sa phase vraiment ascendante. Est-ce que on n'est pas aujourd'hui plutôt dans une phase pourrissante du capitalisme, dans laquelle le capitalisme a un rôle inverse, c'est-à-dire que aujourd'hui il n'est plus un moteur pour le développement des forces productives, mais plutôt une entrave, notamment par sa centration sur le profit, par le fait qu'il a colonisé le monde entier et qu'il n'a plus trop d'endroits où aller. Et donc est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'aujourd'hui encore, le capitalisme est positif ou même seulement neutre vis-à-vis de l'émancipation des femmes? C'est un peu le sens de mon livre. C'est-à-dire que l'idée, c'est de considérer le rôle historique que le capitalisme, via l'industrialisation, a joué dans l'émancipation des femmes, mais précisément sans en faire une force unilatérale de progrès. Le capitalisme a été porteur de progrès matériels majeurs. Et par le biais de ces progrès, il a énormément profité aux femmes. Mais vous avez parfaitement raison, et c'est tout le propos de la deuxième partie du livre. Le capitalisme n'est pas un système statique, c'est un système par définition dynamique. C'est ce qui fait sa force révolutionnaire, mais c'est aussi ce qui fait son instabilité et les risques qu'il emporte. Et en effet,
ce qui m'intéressait, c'était que nous sommes aujourd'hui à un moment probablement charnière, ou en tout cas une espèce d'équilibre instable. Toutes ces courbes qui sont longtemps allées ascendant, eh bien, quel est leur avenir demain? Qu'est-ce qui va se passer dans les décennies qui viennent? Et probablement, aujourd'hui, ce mouvement autonome, cette logique intrinsèque du capitalisme qui pousse à perpétuer une certaine logique de développement, vous l'avez dit, extractiviste, productiviste, etc., c'est très probablement quelque chose qui va, au contraire, demain, contribuer à une détérioration à la fois des conditions matérielles de vie et par voie de conséquence du statut des femmes. Donc, le rôle du capitalisme en tant que phénomène historique, à mes yeux, en tout cas par rapport au statut des femmes, est foncièrement ambivalent. Historiquement, c'est une force de progrès qui a permis énormément d'avancer, et puis, très probablement, on va observer un mouvement de bascule. En tout cas, c'est l'inquiétude dont parle le livre, c'est cette tentative ou ce projet d'essayer de conjecturer l'avenir dont je vous parlais au tout début. Oui. Mais justement, puisqu'on arrive à cette en gros, cette deuxième phase du livre qui parle des solutions, est-ce qu'il n'y a pas un certain fatalisme qu'on retrouve un peu aussi dans l'effondrisme, la collapsologie, à laquelle ça fait un peu écho? Un peu fataliste probablement, parce que telle est ma constitution mentale. Mais entièrement fataliste, non. Au contraire, enfin, effectivement, je présente la dégradation probable des conditions matérielles comme une hypothèse de travail dont il s'agit de tirer toutes les conséquences. En fait, je me place un peu humblement dans le sillage du rapport Meadows, qui considère aussi ces prévisions comme des hypothèses, qui propose plusieurs scénarios et qui essaie de dérouler le fil en disant quelles sont les conséquences du scénario standard, du scénario 1, du scénario 2, etc. Et qui essaie d'argumenter en ce sens d'ailleurs dans les éditions ultérieures en disant qu'on ne fait pas de prévisions funestes, on essaye de mettre en garde contre les scénarios les plus pernicieux pour imaginer quelles sont les solutions pour les éviter. Il me semble que face à cette dégradation matérielle possible sous l'effet de deux crises conjuguées essentiellement, la crise des ressources qui va poser un grave problème à un système qui est basé sur une exploitation massive des ressources, et notamment de l'énergie, qui est complètement au centre du fonctionnement de toute la machine économique. On imagine très rarement l'ampleur de l'importance de l'énergie. Et de la crise climatique, qui, elle, est, pour le coup, une conséquence directe de la dynamique du capitalisme lui-même. C'est-à-dire que c'est vraiment... On voit ici l'ambivalence de ce phénomène, qui, sous le coup de son propre développement, engendre les conditions qui vont le déstabiliser. Donc ces deux crises conjuguées et qui risquent de se télescoper, parce que la temporalité est à peu près similaire pour les deux, vont représenter indéniablement un défi pour l'organisation des sociétés humaines. Alors comment est-ce qu'elles vont y répondre? C'est ça la question. Quels sont les scénarios possibles? Moi j'essaie d'explorer ces différents scénarios. Vous avez raison de dire que je ne les détaille pas. On m'a déjà fait cette critique. On peut les détailler d'une façon plus ou moins poussée. En très très gros, on peut dire qu'il y a le scénario optimiste qui dit que la science trouvera bien des manières de pallier tous ces problèmes avant même qu'ils se manifestent ou rapidement, de sorte qu'on ne va pas avoir de vraies perturbations, mais quelques adaptations, peut-être quelques effets de bord, mais globalement, il n'y aura pas de changement majeur dans nos conditions de vie. Il y a le scénario très pessimiste, effondriste, qui dit que tout va s'effondrer au sens propre du terme, c'est-à-dire que ça va être une dégradation totalement brutale, un choc qui va faire que tout le système économique va s'écrouler et les systèmes de vie vont être mis en cause et l'humanité elle-même risque de disparaître, etc. Ou alors ça va donner des petites communautés Mad Max qui vont se battre sur les ruines. Et puis vous avez les scénarios médians qui sont légion, parce qu'il n'y en a pas un seul, mais quelque chose entre les deux, un truc hybride où il y aura probablement une certaine dégradation, une adaptation nécessaire, etc. Alors, c'est vrai que dans mon livre, je ne considère que le milieu. Je ne considère pas les scénarios où tout s'écroule complètement, parce que, si je peux me permettre, pour la condition des femmes, dans ce cas-là, bon, ça sera vraiment le cadet des soucis de l'humanité. Voilà. Je ne considère pas le scénario totalement positif, d'une part parce que je n'y crois pas une seconde, et deuxièmement parce que, s'il est positif, tant mieux.
mais ça ne fait pas de mal de se mobiliser un peu. C'est toujours mieux que les solutions qui sont sous-optimales. J'essaie de voir quels peuvent être ces scénarios au milieu, avec une dégradation probablement relative, laquelle et comment l'éviter. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous quand vous me faites le reproche de n'envisager pas grand-chose de collectif. La première nécessité de laquelle je parle, c'est précisément de travailler sur le maintien de cette infrastructure matérielle et sur sa transition la plus raisonnée possible, la plus maîtrisée possible, pour la rendre compatible avec les conditions matérielles de demain. Pour que demain, avec moins d'énergie et avec un climat différent, on puisse fonctionner d'une manière satisfaisante pour l'ensemble de la population, ou plus ou moins satisfaisante, ça implique énormément de changements, énormément d'adaptations, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Et je pense que c'est une tâche éminemment, d'abord humaniste, et deuxièmement éminemment féministe, parce qu'à mon avis, les changements qui risquent d'advenir auraient des répercussions très négatives pour les femmes, en miroir aux répercussions positives qu'avait eu la révolution industrielle et le progrès matériel. Donc, je pense qu'avant tout, il faut encourager l'ensemble des forces, des mouvements, des tentatives de préserver cette infrastructure et de rendre la transition la moins douloureuse possible. Donc, pas forcément en s'investissant soi-même, y compris au niveau politique. Je le dis assez rapidement, mais il est évident qu'il est très féministe de s'engager en faveur de toutes les solutions possibles. J'ajoute que les féministes elles-mêmes, les femmes qui se pensent féministes, oui, si elles veulent agir, plutôt que de se concentrer uniquement sur le présent, féminisme de la réclamation dont je parle, qui consiste à réclamer de nouveaux droits, etc., mais complètement concentré sur aujourd'hui, sur la configuration d'aujourd'hui, quels sont les droits qui aujourd'hui nous manquent et quels sont encore les droits qui ne sont pas entièrement respectés. C'est important pour certains d'entre eux, un peu moins pour d'autres, mais pour certains c'est important, certains des droits. Elles devraient aussi penser à demain, où ce ne sont peut-être pas les droits qui vont compter le plus, mais l'existence ou l'inexistence des conditions qui rendent ces droits possibles. Et donc oui, pour moi aujourd'hui, une femme qui s'engage elle-même dans des domaines qui permettront d'agir en faveur de ces processus collectifs, et les processus collectifs se font aussi par les individus, eh bien oui, elle peut se dire féministe. Une chercheuse en pharmacologie qui travaille sur les antibiotiques qui demain marcheront pour limiter la mortalité infantile, pour moi elle est féministe. Peut-être plus que quelqu'un qui sort avec une pancarte pour dire je réclame que... Voilà, quelqu'un qui travaille sur la fusion nucléaire, si c'est une femme, ou si c'est un homme d'ailleurs, est féministe. Est féministe parce que demain, grâce à ça, on va pouvoir peut-être faire fonctionner des machines autrement et avoir assez à manger, ce qui fait que les enfants ne vont pas se mettre tous à mourir à cause d'une mauvaise immunité. Et donc sa fille ou sa petite fille ne sera pas obligée d'en faire 6. Ce qui lui permettra éventuellement d'aller faire des études ou d'avoir un métier et d'avoir un statut ensuite qui sera moins éloigné de celui de son conjoint. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que ce sont des processus collectifs, mais qui passent aussi par des choix individuels, ou qui peuvent passer par des choix individuels, ou en tout cas qui, dans l'éthique individuelle, peuvent avoir une vraie place, et qui n'ont pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne considère pas du tout que ce genre de choix a quoi que ce soit à voir avec les droits des femmes. Pour moi, c'est ce qui a le plus de lien avec le droit des femmes de demain. C'est tout ce que je me borne à dire. En revanche, vous avez raison, je ne dis rien du tout dans ce livre sur des solutions réellement collectives du type de celles qui sont envisagées dans des mouvements révolutionnaires ou dans des réflexions, oui, des mouvements marxistes sur la nécessité de réaliser, un vrai passage vers une société organisée complètement autrement, etc. Je ne le fais pas pour plein de raisons. Si vraiment ça vous intéresse, je peux les développer, mais en tout cas, effectivement, je ne m'y engage pas dans mon livre. Je veux bien savoir, effectivement, mais parce que c'est une question qui me semble importante. On peut... l'éthique personnelle et l'engagement féministe à travers à travers le métier qu'on choisit, etc., c'est sans doute quelque chose d'important. Mais j'ai l'impression que ça néglige un peu les conditions matérielles de possibilité de l'efficacité de cet engagement. Que si toutes les femmes s'engagent dans des métiers comme ça importants, et qu'en même temps le capitalisme derrière ne met pas,
reste ce qu'il est, c'est-à-dire le capitalisme, et donc ne s'engage pas dans des développements techniques, technologiques, ou dans une modification de la production de manière globale, d'une façon qui soit à la fois moins gourmande en énergie et moins productrice de gaz à effet de serre, etc., enfin, qui soit soutenable. S'il n'y a pas ça en même temps, ces engagements ne peuvent pas avoir d'utilité, il me semble. La conclusion de mon livre est une conclusion très modeste. Je le dis moi-même, je propose des petites solutions qui peuvent permettre éventuellement d'amortir certains angles, de ralentir certains processus ou de rendre la dégradation un peu moins forte. Donc ce sont des propositions de petite taille. Ce ne sont pas des propositions, là j'en ai parfaitement conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Votre remarque ne me surprend pas, je la fais moi-même, je le sais. Oui, vous avez raison, une transformation radicale de l'organisation économique vers quelque chose de plus rationnel, qui soit capable de tenir compte du long terme, qui entre ces problèmes à venir réellement dans ces paramètres, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on en parle, on commence à en parler dans le débat public, on organise des COP, on organise ça, mais elles ne donnent strictement rien. C'est-à-dire que c'est même un cas d'école. On peut voir des engagements qui sont pris, et puis ensuite ces engagements ne sont pas tenus, et ils ne seront pas tenus, parce qu'il n'y a pas réellement de mécanisme dans le système économique tel qu'il est aujourd'hui pour prendre ces paramètres en compte. Dans chaque choix individuel qui se produit au niveau économique, on ne prend pas ces paramètres en compte, et moi je ne les prendrais pas en compte si j'avais des décisions à prendre réellement, et vous non plus, et personne ne prendrait ce genre de décision. Parce que c'est comme ça, vous prenez cette décision, votre boîte s'écroule. Ah ben voilà, ben vous n'existez pas, et votre voisin il va prendre l'autre décision, et lui il reste. Voilà. Ça on l'a vu sur plein d'autres exemples, donc vous avez parfaitement raison. Ensuite, décrire ce genre, j'aurais pu le mentionner effectivement d'une façon un peu plus explicite. Pour bien faire, il aurait fallu que. Néanmoins, là, pour le coup, comment dire, ce sont des choses qui ne se décrètent pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres dans lesquels ils disent il faudrait que tous d'un coup on fasse ceci ou cela, etc. Mais les grands changements révolutionnaires ou de changements de mode de production, etc., ce ne sont pas des choses qui sortent uniquement de notre cerveau. Ils arrivent parce que le moment historique le permet, parce qu'une série de conditions sont réunies, et puis aussi parce que vous avez en face une classe sociale ou un nombre suffisant de gens qui, disons, tombent bien sur l'emploi, qui peuvent jouer un vrai rôle pour accélérer ces changements, pour les mener, Aujourd'hui, l'ensemble de ces paramètres, moi, ne me semble pas manifeste. En particulier, je ne vois pas très bien quelles sont les forces collectives qui pourraient aujourd'hui conduire des changements de cette ampleur. Surtout qu'il s'agit aujourd'hui, plus que hier encore, de changements qui sont complètement globaux et qui concernent le monde tout entier. Donc là, vous avez probablement raison de pointer mon fatalisme. Oui, je suis fataliste. Je crois très peu à la possibilité de changer par notre décision des processus aussi globaux et aussi complexes que la dynamique économique qui est aujourd'hui en marche. Et s'il est possible de les changer, ça ne sera pas dans l'état actuel des choses. Peut-être que la situation se dégradant, la situation va changer. Peut-être qu'il y aura davantage de gens et des couches entières de la population qui auront un réel motif d'action collective. Dans ce cas-là, ça sera peut-être organisable, mais dans l'état actuel des choses, ça me semble surtout complètement spéculatif. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais le dire et puis... L'idée, c'est pas forcément de dire qu'il faudrait Enfin, à mon sens, c'est pas forcément de dire qu'il faudrait une révolution pour améliorer la condition des femmes, enfin, entre autres. Mais si déjà on s'intéresse au comportement individuel, est-ce que c'est pas plus rentable de s'investir dans
dans un travail politique qui mènera vers cette révolution, même si effectivement toutes les conditions sont sans doute pas remplies. La crise du système actuel est quand même bien avancée. Après, peut-être qu'il n'y a pas de parti de masse en état d'organiser cette colère de manière efficace, c'est possible. Mais il y a quand même des conditions et un début. Après, la révolution ne sera pas forcément au niveau mondial, se fera probablement pas au niveau mondial de manière immédiate, ça c'est sûr, mais elle peut commencer à un niveau national. Et, ouais. Vous m'interrogez là sur quelque chose qui excède mes compétences. Peut-être que la révolution peut commencer au niveau national et ensuite devenir mondiale, c'est possible. Mais comment dire, d'une part, oui, le travail politique, bien sûr, que c'est entre guillemets rentable et c'est important. Je le dis d'ailleurs que évidemment tout le monde ne va pas faire de la physique nucléaire, ni même devenir soudeur, ni exercer des métiers manuels. Et travailler à pousser les décideurs politiques ou la machine politique vers des bonnes décisions plutôt que vers des mauvaises décisions est très salutaire. Après, s'il s'agit du travail politique pour préparer réellement la révolution, j'avoue que j'ai vraiment zéro compétence là-dedans. J'ai une expérience personnelle du fait de ma biographie. Je suis née en Union soviétique et j'ai quitté l'Union soviétique à l'âge de 13 ans, pile au moment où elle était en train de s'effondrer. Donc j'ai un très bon souvenir de ce que c'est un effondrement. Probablement ça me rend attentive à cette thématique et à l'idée qu'un effondrement est toujours possible. Oui, je pense que c'est tout à fait possible, il n'y a rien qui l'interdit. Et je vois même quelques petits signes matériels, à mon sens, que ça ne va pas si bien que ça. Mais je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas forcément une expérience très univoque pour ceux qui se rapportent à l'action collective pour changer de régime ou d'organisation. J'ai un rapport très nuancé à l'expérience soviétique qui a apporté indéniablement des avancées incroyables du point de vue social. C'était aussi une civilisation à part qui a construit des choses bien à elle. Mais c'est aussi une civilisation qui a eu sa part d'ombre, vous ne l'ignorez pas. Et surtout, le moment précisément où un régime change, c'est toujours un moment enfin c'est toujours un moment d'une grande violence. Donc ensuite, il est compliqué, probablement pour chaque individu, de mesurer à quel point on se fait confiance pour que dans une nouvelle expérience, cette violence soit partiellement évitée. Est-ce que cette violence est plus justifiable que la violence qui résulterait du fait qu'on ne fasse rien? Ce sont des questions super complexes. Et il faudrait que je travaille plus mon idéologie là-dessus. Mais c'est vrai que je n'ai pas voulu du tout en parler dans le livre, je le dis. Je me borne à dire ce que je pense nécessaire pour le système matériel. Quel que soit le système, quelle que soit l'organisation, etc. Si on veut rester à l'intérieur de ce système, eh bien, il faut essayer de piloter ce système vers une organisation matérielle qui permette de prendre en compte les nouveaux éléments de contexte dans lequel on va vivre. Après, si on décide de changer complètement de système, eh bien, voilà, ça sera une entreprise, mais qui demandera beaucoup de réflexion. Sans doute, sans doute. Pour finir, j'aimerais juste vous poser une petite question parce que sur votre positionnement, votre livre a été très recensé et vous avez été beaucoup invité sur des médias de droite et d'extrême droite. À mon avis, ça repose sur un malentendu, mais j'aimerais bien que vous exprimiez là-dessus parce que, enfin, le malentendu, à mon avis, c'est ce qu'ils ont apprécié, c'est que vous critiquez différents courants actuels du féminisme, notamment sur la base de ce que vous appelez leur biophobie ou leur immatérialisme, ou sur le caractère non essentiel des luttes dans le processus historique dont on a parlé. Mais est-ce que ça pourrait être utile que vous vous positionniez un peu, que vous expliquiez d'où vous parlez, pardon. Est-ce que vous vous considérez comme féministe? Est-ce que vous considérez qu'il existe encore des inégalités de sexe? Il me semble que vous avez dit oui. Et est-ce que vous partagez l'objectif de les éliminer, ou du moins d'éviter qu'elles se développent à nouveau? J'ai l'impression que tout ça c'est oui, mais je pense que c'est important de le repositionner pour de le réaffirmer. Si je ne partageais pas cet objectif, j'aurais certainement pas écrit ce livre, parce que ce livre part d'une inquiétude qui est celle de voir la condition des femmes dégringoler d'une manière très importante.
et sans que, je pense, beaucoup de femmes préoccupées par ces questions se rendent bien compte pourquoi. Parce que ça apparaîtra sans doute un peu surprenant. Oui, bien sûr. Oui, j'ai été invitée dans beaucoup de médias de droite, alors d'extrême droite, ça dépend de comment on les appelle, mais oui, des conservateurs, disons, étaient très contents. Et effectivement, bien sûr, vous avez raison, ils étaient contents parce que c'est un livre qui propose une espèce de critique de la plupart des mouvements actuels, qu'on appelle parfois les néo-féministes, et qui leur plaît parce qu'eux aussi, ils les critiquent beaucoup. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on les critique pas du tout à partir des mêmes postulats, ni avec le même but, ni avec les mêmes mots, ni avec les mêmes arguments. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui, dans l'espace public, sur cette question du féminisme, un affrontement, un dialogue permanent, des trucs sur Twitter, des polémiques permanentes. C'est vraiment une espèce de partie de tennis permanente entre les mouvements féministes très actifs et puis les conservateurs qui souhaitent revenir à la raison. Un homme c'est un homme, une femme c'est une femme quand même. Il ne faut pas donner aux petites filles des jouets de petits garçons et aux petits garçons des jouets de petites filles. Il faut arrêter de voilà. Et puis il faut arrêter de réglementer les relations entre les gens. Qu'on se fasse draguer, c'est très agréable, tout ça, etc. Arrêtez de dire qu'on nous siffle dans la rue, on aime bien ça, tout ça. C'est un débat qui a son intérêt, mais on parle ici vraiment de positionnement de valeurs. Il y a d'un côté des personnes qui se revendiquent du féminisme, donc de l'égalité entre les hommes et les femmes, et de l'autre côté des gens, ils disent pas qu'ils sont contre l'égalité, mais ils sont pour une certaine vision plus traditionnelle des rôles et l'intérêt de conserver cette répartition traditionnelle. Je dis pas du tout que c'est pas intéressant, mais je dis juste que moi ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, en tout cas dans ce livre. Ça m'intéresse peut-être dans ma vie privée, mais ça c'est autre chose. Dans ce livre, je n'ai pas du tout considéré ces questions. Je pars complètement du postulat, peut-être que j'aurais dû vraiment le marquer en très très grande lettre, mais enfin, à mon avis, ça transpire de chaque page, que l'émancipation des femmes, cette émancipation très limitée, n'est-ce pas, qui n'est pas ontologique, mais uniquement dans le sens du rapprochement des conditions avec celles des hommes, est un bienfait. Et c'est pour ça que certains ont vu dans mon livre une apologie du capitalisme, parce que j'explique tout ce que cette amélioration lui doit, ou ce qu'elle doit en tout cas à la transformation de notre environnement matériel. Oui, parfaitement, c'est quelque chose qui me semble être un bienfait inouï par rapport à toute l'histoire qui a précédé. Et ce qui m'inquiète précisément, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui, à mon sens, ne se rendent pas compte du caractère complètement exceptionnel de cette situation au regard de l'ensemble de notre histoire. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de l'ensemble de notre histoire? Eh bien, je pense que l'ensemble de notre histoire est très important parce que ça dit quelque chose sur nos capacités en tant qu'espèce, en tant que genre humain, à faire avec notre environnement. Si tout au long de notre histoire, on a adopté cette organisation, ça veut dire que si jamais nos conditions changent et reviennent à quelque chose qui est plus proche avec cette organisation-là, il a de fortes chances à parier que nous allons adopter exactement la même organisation. Donc ce statut exceptionnellement égalitaire entre les femmes et les hommes aujourd'hui, qui nous apparaît tellement naturel qu'on est prêt à se battre pour n'importe quel broutille, ou on m'a mal regardé, on m'a dit un mot que je n'aime pas, etc. Et tout de suite, ça devient un gros problème. Pourquoi pas? Ça peut être considéré comme un gros problème, mais il faut comprendre à quel point la capacité de considérer ça comme un gros problème est totalement tributaire de la situation exceptionnellement confortable dans laquelle on vit. Et à quel point ça n'aura plus absolument aucune importance dans le monde de demain si jamais il connaît une dégradation comme celle qui est envisagée, d'ailleurs souvent par les mêmes personnes, qui sont souvent préoccupées par l'écologie, etc. Et c'est un très grand paradoxe pour moi, parce qu'on ne relie pas les deux, et c'est effectivement ce que je reproche le plus à ces mouvements qui me semblent non pas excessifs, non pas totalitaires, non pas, mais insouciants. Voilà. Donc, pour vous répondre, effectivement, il y a une espèce de petite erreur sur la marchandise, peut-être. Il y a eu aussi des articles. J'ai eu un article en Suisse qui disait « Enfin, le capitalisme pleinement réhabilité, les femmes lui doivent tout, etc. » Alors, c'est très marrant parce que c'est oui et c'est non, en fait. Et demain sera très différent. Mais bien sûr, on coupe à l'endroit le plus intéressant. C'est là où les choses vont peut-être se renverser. Mais j'ai envie de vous dire que après, quand on écrit quelque chose, moi j'ai écrit un livre, voilà, après ce livre est lu par des gens et ils y lisent, ils y trouvent ce qui les intéresse. Bon, parfois ils le tordent un peu, dans ce cas-là c'est un problème, mais quand juste ils choisissent des éléments qui les intéressent, c'est leur droit. C'est comme ça.
D'autres, ils trouvent autre chose. Ils ne parlent que de la partie à venir et donc de la nécessaire mobilisation pour les conditions écologiques, etc. Moi, personnellement, j'aime bien tout dans le livre. Donc voilà, moi je trouve qu'il faudrait tenir tout ça ensemble. Mais comme je le dis à la fin, vous avez dit que j'étais fataliste, mais c'est surtout que c'est assez désagréable en fait. Je pense que c'est un livre désagréable. C'est désagréable parce que les gens qui aiment bien le capitalisme voudraient bien, tant qu'à faire, qu'il soit bien. Ah ben non, zut, maintenant à la fin il n'est plus bien. Les gens qui n'aiment pas le capitalisme, ils ne veulent pas. Mais pourquoi il dit au début que ça? Mais non, c'était le départ, c'était pas. Non, c'est pas vrai. Ça a apporté des choses et aujourd'hui ça va tout casser. Et voilà. Et c'est les deux en même temps. Et comme c'est un peu contradictoire, dialectique, on va dire, c'est l'unité et la lutte des contraires. Mais la dialectique n'est pas agréable. C'est un exercice ascétique et pénible pour l'âme humaine. Donc voilà. Je ne sais pas s'il faut conseiller ce livre à ceux qui nous écoutent. Si, justement, j'allais finir là-dessus. Je pense que on pourra y trouver beaucoup, effectivement, beaucoup de choses vraiment intéressantes. Et nous, on a trouvé des choses très intéressantes, et notamment sur cette analyse marxiste, matérialiste et dialectique, qui détonne par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, j'allais dire. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup, et on va inviter les auditeurs à l'acheter et à le lire. Et voilà, merci beaucoup Vera Nikolski d'être venue au Café Marxiste, et puis bonne soirée. Et merci beaucoup à vos questions qui me changent. Merci à vous.